Aujourd'hui, nous avons fait des commentaires, visites de 3 fosses pédologiques, profils culturaux dans une parcelle de vigne sur Chervillers. Une parcelle avec un problème de croissance très marqué dans une partie. Et l'objet de ces profils, c'était d'expliquer le problème de croissance en analysant le comportement de la vigne, donc d'en tirer des applications agronomiques sur les itinéraires techniques. Donc, cette parcelle, c'est du Pinot Gris sur Porte-Greffe 3309C, planté en 2017 suite à un arrachage en 2016. Avec difficulté au niveau de la croissance, surtout au niveau de la butte. Alors venez, je vous invite à avancer dans le rang. La parcelle fait donc 230 mètres de long et sur ces 230 mètres, on a 3 types de sols différents. Une partie assez plane de la parcelle avec 2 profils, donc un profil avec un sol limono-sableux, donc assez compact, et des petits graviers en profondeur. Donc les profils, on les a fait le 11 août. Ça a choisi, ici, vous voyez, en surface du sol, il y a très peu de cailloux, c'est très limoneux. On verra la surface du sol, il y a plus de cailloux là où il y a le 2e trou. Et après, le 3e trou sur le talus, la surface en relivant. Donc c'est en fonction de ce qu'on voit un peu la surface du sol et du comportement de la vigne qu'on a décidé l'emplacement des trous. C'est brun sur l'ensemble du profil, il faut bien regarder la couleur du sol. S'il y a des zones un peu vertes, vert bleuâtre, ça veut dire qu'il y a de la réduction. Qu'il y a pas assez d'oxygène ou que ça peut être dû parce qu'il y a de l'hydromorphie temporaire, de l'eau. Ou s'il y a des taches rouilles, ça veut dire qu'il y a de l'air, c'est des oxydes de fer. Bon. Donc là, c'est brun assez uniforme. Donc, par contre, c'est très très compact. On n'a pas tellement de racines finalement dans la zone 0,60 cm où c'est très limoneux sableux. C'est qui explique pourquoi on retrouve des racines là, parce que c'est un peu plus favorable. On est encore dans la couche de sol limono-sableux assez fertile entre guillemets, avec l'influence des cailloux drainants en dessous. Les racines, elles font pas mal de genoux, des coudes. Alors c'est compact, mais c'est pas impossible à passer par les racines. Donc les autres explications, c'est qu'il y a des éléments toxiques dans le sol qui freinent la croissance des racines. Pour savoir si le sol est calcaire, parce que le calcaire c'est un élément toxique. Donc est-ce que c'est du calcaire qui ferait ça? Donc on a un seul test pour savoir si le sol est calcaire. C'est le test carbo, donc on a une picette avec un peu d'acide sulfurique dilué au tiers. Il n'y a pas de bouillonnement, on n'entend rien non plus, donc c'est non calcaire. Donc là déjà on sait qu'il faut choler. Comme c'est pas calcaire, ce problème de croissance des racines il n'est pas dû au calcaire, donc à quoi il peut être dû sinon? On verra aussi plus haut. Des éléments toxiques dans le sol, comme l'aluminium. C'est un élément toxique et là ça peut être l'explication du fait que les racines soient un peu en genoux. Ça fait vraiment des coudes. Philippe, quand tu parles de l'aluminium, parce que moi je voudrais bien revenir à ça, c'est-à-dire que le sol est trop court. Ou est-ce qu'il y a un problème de... C'est le sol. Le sol d'origine, il a de l'alu, quoi. C'est génétique. Si tu fais un calcul, si tu as 2 mg d'aluminium par kilo de sol de terre fine, tu fais le calcul. Enfin, c'est pas les produits phyto. Mais c'est la génétique du sol. Qu'est-ce que tu peux faire? Donc tu chaules. Voilà. Et tu chaules avec un calcaire grossier vitical. La logique voudrait qu'un calcaire grossier est plus difficile à dégrader qu'un calcaire fin. Oui, mais il n'a pas les mêmes fonctions, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas fixer. Et après, justement, l'intérêt aussi d'un calcaire qui se libère lentement, c'est qu'il ne va pas être lessivé. Et puis, il va durer 2, 3, 4 ans, voilà. Donc, ça permet de faire des apports. En plus, tu peux faire des apports massifs. Le but d'amener de la roche calcaire, c'est de compenser l'acidification naturelle du sol, d'un sol qui fonctionne bien. Parce qu'un sol qui fonctionne bien, les plantes, elles absorbent les éléments minéraux, elles acidifient, elles rejettent des acides. Les microbes du sol, pareil. Ils acidifient le sol parce qu'ils dégradent, amener du calcium pour les plantes, deuxième chose. Troisième chose, donc dans les sols qui ne sont pas calcaires et qui ont les éléments toxiques en aluminium, bloquer ces éléments. Ou quatrième, j'aurais pu le mettre aussi en premier, ça, ou pas forcément, donc c'est de créer les liens, les ponts calciques entre les argiles ou les limons et la matière organique, donc pour stabiliser les agrégats. Pour chauler, c'est du carbonate de calcium qu'il faut, CaCO3, alors que dans les scories, c'est de l'oxyde de calcium. Parce que ça réagit à haute température, c'est comme si tu faisais de la chaux. Ce sont des sols non calcaires, comme on pouvait s'y attendre, et donc ce sont des sols qu'il faut chauler, c'est-à-dire qu'il faut emmener du calcaire, de la pierre calcaire broyée pour contrôler notamment cet aluminium qui est toxique. Donc avec un produit spécialement référencé chez nous, un calcaire broyé. Vous voyez, surface du sol, c'est à un moment donné, là ça change, donc là je vais dire hop, on va faire un trou un peu dans cette zone.
parce qu'on a des petits cailloux. On se moque pas. Là, on a un gneiss, hein, peut-être que ça vient de Saint-Faromine, il y a peut-être de l'argent hein, dedans. On a 20-30% de petits cailloux en surface, dans l'horizon surface, et 40-50% dans celui du dessous. Du fait des cailloux, on a une porosité du sol qui est meilleure. Ce qu'on voit surtout dans le fond, c'est les racines de l'ancienne vigne, là. Donc des racines mortes, dont ça se décompose par l'intérieur de la racine. Une partie qui reste au milieu des racines, après ça a l'air de se décomposer, et il reste une partie en périphérie de la racine. En fait, ça, c'est la susceptibilité à la dégradation des tissus de la racine, comme toute plante. Ce que vous avez au milieu, c'est les vaisseaux du bois. Donc le bois, ça se dégrade beaucoup moins vite que les tissus de réserve qui sont autour, qui ont été dégradés. Et après, en périphérie, vous avez à nouveau des tissus durs à dégrader qui sont des tissus de liège. Et avec à nouveau de la lignine. Ça se passe que dans le sol et pour les racines, mais dans le sol, une fois que la plante est morte, les enzymes, elles attaquent ça. Et après ça fait des restes de galeries qui sont tapissés de matière organique. Donc ça donne naissance à des matières organiques particulières qui ont des fonctions colloïdales de retenir l'eau. Et donc c'est ce qu'on va essayer de reproduire par la pratique de l'interculture. Et quand on fait un arrachage même correct, on peut laisser jusqu'à 50% de volume racinaire. Importance lors de l'arrachage d'éliminer autant de racines qu'on peut et de faire une interculture pour assainir le milieu et préparer la nouvelle plantation. Mais la préparation à la plantation doit passer par le semis d'un couvert d'interculture. Donc j'ai même dit couvert, c'est-à-dire des plantes pérennes, au moins 3 ans. 5-6 ans, ça serait mieux, mais là, ça fait long à attendre. Mais au moins 3-4 ans, avec des plantes pérennes qui vont faire de l'enracinement en profondeur, qui vont permettre d'assainir aussi le milieu, puisque voilà, ces racines-là, ça peut être aussi un problème, une source de pathologie pour la future vigne. Cette notion d'interculture, c'est important et ça permet de préparer la replantation et de préparer le cheminement des futures racines de la vigne qu'on va planter. Il faut mettre des plantes qui ont des racines qui descendent assez profond, à pivot, de mettre des légumineuses aussi, parce que ce qui est important dans les sols, c'est d'injecter de l'azote. Donc en fait, c'est un mélange de graminées pérennes et de légumineuses. En fait, il faut reproduire une prairie. La luzerne, oui, sauf que le souci, c'est après pour la détruire. La destruction, voilà. C'est compliqué comme tout. Donc, après, on peut prendre d'autres plantes comme le lotier, qui est aussi des résistermes racinaires à pivot, du mélilo, qui est une bisannuelle, des graminées de prairie, des fétuques, des dactyles, des choses comme ça, quoi. Dans ce type de sol aussi, qui est très sableux et limoneux et avec peu d'argile vraie, donc où il n'y a pas de ce fameux complexe argilo-limono-humique qu'on apprend à l'école. La stabilité des agrégats des particules de sol ne peut se faire qu'avec des cols organiques, hein. C'est les champignons et les bactéries du sol qui sont en phase d'activité biologique intense qui permettent saisonnièrement de donner la stabilité. Donc si on fait une interculture, préparation à la plantation, c'est là il faut faire des gros apports de matière organique et donc on va semer notre interculture qui va transformer cette matière organique morte. Il faut des choses nerveuses, hein, du fumier de volaille, voilà, ou du fumier frais 2-3 semaines compostage, pas plus, qui vont transformer ça en matière organique vivante dans le sol et sur le sol et qui après va être détruite avant la plantation. Ça, on peut l'obtenir en amenant des engrais organiques, ce qu'on appelle les engrais organiques nerveux, donc des produits à base de farine de sang, farine de viande, farine de plume qu'on amène en sortie d'hiver. Donc ça, c'est le deuxième point par rapport à la gestion organique de ces sols. Après, il y a une autre possibilité aussi, disons, de favoriser la stabilité des particules du sol et de couvrir le sol, c'est la pratique des engrais verts. Sauf que donc, comme on est sur un sol, sur les sols très filtrants avec souvent une épaisseur explorable par les racines qui est très faible, la concurrence hydrique peut se faire sentir très rapidement. Donc les engrais verts, si on fait des engrais verts ici, il faut les détruire très tôt en saison afin d'éviter que ça ne concurrence trop la vigne d'une part et d'autre part afin de profiter au maximum de ces tissus tendres qui vont booster l'activité microbienne et avoir le même effet qu'un engrais organique nerveux. Alors on va choisir un engrais vert à dominante de légumineuses plutôt que de céréales, justement pour booster encore un peu plus cet effet entrée d'azote dans le sol et colle organique. On est sur le dernier trou, vraiment là où la vigne pousse pas du tout.
On le voit donc, Bernard, lors de la taille, il ne peut pas mettre une baguette complète. Là, voilà, il en laisse une, mais bon, sinon la plupart des pieds sont très chétifs. Certaines années, quand il a pas mal plu, ben, l'eau ruisselle en surface, elle ne s'infiltre plus. Et là, ça peut être intéressant d'avoir une couche imperméable en profondeur avec tout ce que ça explique au niveau du fonctionnement du sol. J'ai défini 2 horizons, donc de 0 à 25-30 cm et après de 30 à 70 cm. Qu'est-ce qui définit la limite entre les 2 horizons? Ah voilà le trait noir. Le trait noir. Ouais. C'est pas mal. Définit ça comme limite entre les 2 horizons. C'est des dépôts ferro-manganiques, donc de fer et de manganèse. Le manganèse, c'est noir. Ça donne vraiment la couleur noire. Et comment ça arrive à se déposer? Bon, déjà, ça veut dire que dans l'environnement, il doit y avoir du fer et du manganèse. Hein. Il y a des minéraux là-dedans qui sont libérés par l'altération. Et donc, en fait, l'eau, c'est le moyen de transport, c'est le véhicule. C'est ce qu'on appelle un alios. Donc, c'est des dépôts de fer et de manganèse. Parce qu'en dessous, on a donc la roche en décomposition. Alors, la roche, ici, pas arrivée hein, encore. On a donc un sol sablo-limoneux en surface avec des petits graviers et donc sur la roche-mère qui est le granit de Dambach-la-Ville. Là vous avez le granit, alors je ne l'ai pas pris au fond du trou, celui-là je suis allé le chercher à Diefenthal. Hein. Il y a un truc brillant qui ressemble à de l'argent, c'est pas de l'argent évidemment, c'est du mica, voilà du mica blanc. Mica égale alu. Égal aluminium. D'accord. Voilà. Donc c'est un moyen de repérer une des sources d'aluminium. Ah ouais, c'est dans le mica. Ouais, le mica noir aussi. Ouais. Mais le mica noir, en plus, quand il se dégrade, il va libérer du fer et du magnésium. Donc là, on sait déjà, a priori, du moins là, mais peut-être là-bas aussi, beaucoup de magnésium dans le sol. Et en plus, le mica noir, ça donne des acides très puissants qui vont accélérer la dégradation, en fait. Le mica noir, c'est la biotite. Les granites aussi, vous avez des feldspaths, blancs ou roses. Ça libère du potassium quand ça se dégrade. Et donc, c'est imperméable. Les granites, c'est imperméable. Tout le bassin, là, qui est le plateau, là, au-dessus de nous, là, quand l'eau, elle coule, une fois que ça arrive en charge ici, ça ruisselle à la surface. Quand ça redescend la charge, quand ça sèche, donc le niveau de l'eau descend et il y a la zone de battement là, donc d'hydromorphie temporaire, c'est là que ça va se déposer. Ça, le manganèse et le fer vont se déposer ici. Même ça veut dire qu'un bon décompactage avec un chaulage derrière, on pourrait quasiment régler plus ou moins le problème. Mais tu le règles pas de manière permanente. Oui, pas de permanente. Il faut faire ça, plus maîtriser l'hydraulique, plus un porte-greffe. Tiens, donne-moi voir une feuille s'il te plaît. Donc porte-greffe adapté à l'asphyxie temporaire. Donc 5BB, SO4 ou le 1103 Paulsen. Donc c'est des porte-greffes qui tolèrent l'humidité temporaire. Le 1103 Paulsen, on commence à l'avoir en Alsace dans les assemblages. C'est un porte-greffe qui donne de la vigueur. Normalement, sur des situations comme ça, précoces et sol pauvre, c'est tout à fait adapté. On m'a posé la question du pH. Le pH 7,4. C'est pas Et si donc, mal que ça encore. si vous regardez le commentaire, le pH ainsi que la tolérance CaO sont satisfaisants. Le statut acido-basique du sol est donc optimum. Non, il faut choler. Ne vous fiez jamais au pH, c'est le test K. Donc si on reprend dans l'ordre, carbo zéro, donc cholage, ça veut dire cholage obligatoire. Présence d'aluminium par l'observation des racines, confirmée par les analyses. Donc cholage, oui, mais avec un calcaire grossier vitical. Un peu plus bas, déséquilibre potassium-magnésium. Donc lié à la roche-mère et confirmé par l'analyse. Donc ne pas apporter de magnésium ni en cholage, donc là à nouveau intérêt du viticole, ni en engrais. Alors en engrais minéraux, et j'ai mis aussi engrais organiques parce qu'il y a certains engrais organiques, ils les enrichissent en chaud. Ce que nous avons fait donc aujourd'hui, c'est important de le multiplier. Donc ça, c'est vraiment à l'échelle locale que ça se fait. Ça va ne pouvoir s'appliquer qu'aux conditions, on va dire, microtopographique d'un périmètre assez restreint. C'est toujours important d'aller sur le terrain, de voir sur la parcelle quelles peuvent être les zones avec des sols différents, donc pour orienter les prélèvements ou les endroits où on fera les profils. On a l'habitude de faire des prélèvements moyens sur une parcelle. Moi, si je fais un prélèvement moyen, j'apprends rien. Il vaut mieux faire un seul prélèvement ou alors d'essayer de définir les différentes zones de la parcelle et faire déjà des prélèvements à 2 profondeurs, tu vois. Voilà, toujours le terrain, toujours le terrain. La piscette. Et donc, aussi. ce qu'on a fait ici sur une vigne en production, c'est très intéressant de le faire aussi, enfin voilà, intéressant de le faire là, mais sur des vignes à arrachage pour voir justement pour voir le comportement qu'avait la vigne et faire les bons choix en termes d'aménagement de la parcelle, du porte-greffe, tout ça. Après voilà, tout ça, ça a un coût, mais
Mais Ça sert à quelque après, chose. quand on plante une vigne, c'est pour 40 ans, 30 ans. Ça s'amortit. Et donc, comme dit, le profil avant rachage, ça permet de faire tout ça. Ce que nous avons fait ici aujourd'hui n'a pas été fait dans le cadre d'un service, mais on peut effectivement envisager qu'on puisse proposer un service, par exemple à la replantation ou du diagnostic, nous le faisons. Mais là, en l'occurrence, c'était dans le cadre d'une visite ouverte.